En quelques mois, le Sahel s'est refermé sans avertissement brutal. Des retraits militaires visibles ont coïncidé avec un resserrement discret mais cumulatif, mêlant pression financière, isolement diplomatique prolongé, restriction d'accès aux capitaux, redéploiement sécuritaire depuis les voisins et mécanismes d'influence conçus pour surveiller, contenir et peser durablement sur les trajectoires politiques sahéliennes dans un contexte régional instable, fragmenté, marqué par des ruptures successives et des récits concurrents de souveraineté aux conséquences immédiates et différées multiples. Que gagne réellement Ibrahim Traoré lorsque cette pression façonne l'avenir régional ? Un test d'endurance stratégique commence immédiatement, regard croisé. Ce récit promet une clarification précise, sans héroïsation ni condamnation automatique. Il propose de comprendre comment une série de décisions présentées comme souveraines redessine concrètement les marges de manœuvre d'État soumis à des contraintes sécuritaires, économiques et diplomatiques imbriquées. L'enjeu pour le public est simple, saisir ce qui change réellement au-delà des symboles et mesurer ce que ces choix impliquent à court et moyen terme pour la stabilité régionale, les flux de ressources et la vie quotidienne. Le Sahel n'est pas ici traité comme un théâtre abstrait de rivalité, mais comme un espace où chaque ajustement produit des effets tangibles, parfois contradictoires. Derrière les annonces de rupture, des coûts immédiats apparaissent, tandis que des bénéfices potentiels restent différés et incertains. Le cœur du sujet n'est donc pas de trancher entre succès ou échec, mais d'évaluer un pari politique sous pression continue. La question sous-jacente est directe. Combien de temps un tel équilibre peut-il tenir avant que ces tensions internes ne se résolvent ou ne se rompent ? En moins de 3 ans, entre 2020 et 2023, 3 capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté pendant des décennies comme intangible. Cette séquence rapide, marquée par le départ successif des forces françaises du Mali, puis du Burkina Faso, avant le Niger, constitue un indicateur temporel clé d'un basculement régional concentré sur une période exceptionnellement courte. Ce mouvement ne surgit pas dans le vide. Pendant des années, la présence militaire occidentale a été justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale avec des moyens importants et une visibilité politique forte. Pourtant, malgré ces engagements prolongés, l'insécurité s'est étendue géographiquement, les groupes armés se sont diffusés et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres du monde, alors même que des ressources stratégiques quittaient le Sahel de façon continue. Cette contradiction persistante a progressivement nourri une défiance profonde envers un système perçu comme protecteur dans le discours, mais extractif dans la pratique. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'émergence de figures comme Ibrahim Traoré, non comme une rupture isolée, mais comme un point de cristallisation d'un ressentiment accumulé. Son arrivée au pouvoir au Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique régionale où plusieurs juntes militaires affirment que la sécurité doit être assumée localement, sans tutelle extérieure durable. Cependant, l'abandon d'un cadre ancien ne signifie pas l'absence de contraintes. Autour du Sahel, un réseau discret s'est densifié. Accords de partage de renseignements, bases et centres de formation installés chez les voisins, mécanismes économiques et diplomatiques conçus pour peser indirectement sur les trajectoires politiques. Le paradoxe apparaît alors clairement. La rupture produit un gain symbolique immédiat, mais elle ouvre aussi une phase de pression multiforme qui dépasse largement les frontières nationales. C'est dans cet espace étroit, entre affirmation politique et contraintes structurelles, que se déploie l'expérience actuelle. Sur le terrain, cette reconfiguration géopolitique se traduit rapidement par des effets concrets, perceptibles bien avant les bilans stratégiques de long terme. Au Burkina Faso, les premières décisions prises après la rupture touchent directement à la sécurité quotidienne. Réorganisation des forces armées, intensification du recrutement et mise en avant d'une doctrine de défense nationale plutôt que d'une dépendance à des opérations extérieures. Ces choix produisent d'office des signaux lisibles, même lorsque leurs résultats restent partiels et inégaux,
Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne s'impose pas comme une figure héroïque, mais comme un personnage guide autour duquel se cristallisent des attentes sociales accumulées. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre à la fois l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire. Sa parole publique insiste sur une idée simple. La souveraineté n'est pas un slogan abstrait, mais une réponse directe à l'échec perçu des partenariats précédents. Ces orientations trouvent un écho particulier auprès de populations lassées de promesses sécuritaires non tenues. Pour une partie de l'opinion, la reprise de contrôle symbolique suffit déjà à redonner un sentiment de dignité politique. Pour d'autres, l'absence d'amélioration rapide alimente une prudence persistante. Cette ambivalence façonne le climat intérieur dans lequel chaque décision est évaluée simultanément comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. L'effet immédiat n'est donc ni l'adhésion totale ni le rejet massif, mais une attente tendue. La question centrale devient alors simple. Combien de temps ce crédit initial peut-il durer sans résultat tangible ? Avant les ruptures officielles, le dispositif sécuritaire reposait sur une continuité présentée comme immuable. Les opérations étrangères structuraient la lutte antiterroriste, les partenariats militaires fixaient les priorités et l'équilibre régional semblait verrouillé malgré des résultats contestés. Après 2022, la dynamique s'inverse brutalement. Les autorités du Mali notifient le départ des forces françaises, bientôt suivi par le Burkina Faso, puis par le Niger après le coup d'État de juillet 2023. Ce basculement transforme un retrait progressif attendu en signal politique net. La phase d'activation est rapide. Les bases ferment, les convois quittent les capitales et les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence marque l'affirmation d'un principe central. La sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté. Le message est simple, lisible et volontairement tranché. Il vise autant les partenaires extérieurs que les opinions publiques locales. Cependant, ce retrait visible ne signifie pas un désengagement total des acteurs occidentaux. Le centre de gravité se déplace. Autour du Sahel, des partenariats sécuritaires se renforcent avec les pays voisins. Des centres de formation sont développés. Le partage de renseignements s'approfondit et des capacités d'intervention rapide sont maintenues depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. Ce n'est pas une invasion, mais un encerclement fonctionnel, conçu pour surveiller, contenir et, si nécessaire, peser sur les trajectoires politiques des États dissidents. Le moment de tension maximale survient lorsque les États sahéliens annoncent une coordination accrue de leur politique de défense au sein de l'Alliance des États du Sahel. Cette initiative vise à transformer une série de ruptures nationales en stratégie collective. Dans le même temps, des partenariats alternatifs sont activement explorés. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine privilégie les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, il s'agit de démontrer que des options existent en dehors du cadre occidental traditionnel. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, la reconnaissance diplomatique est freinée et les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables. Présentées comme techniques ou procédurales, ces mesures produisent un effet cumulatif lourd sur des économies déjà fragiles. La phase de résonance s'installe alors. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté retrouvée liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante. Chaque décision est scrutée comme un acte de résistance, mais aussi comme un pari risqué. Le flux des événements révèle ainsi une logique claire. Chaque gain symbolique entraîne des coûts concrets et chaque avancée ouvre une nouvelle zone de tension. Avant les ruptures, le modèle sécuritaire reposait sur un investissement financier massif présenté comme stabilisateur. Après les départs, les autorités reconnaissent que la violence n'a pas disparu, mais soulignent qu'elle ne s'était pas non plus résorbée sous l'ancien dispositif. Ce passage d'un modèle externalisé à un modèle national est ainsi décrit comme un changement de contrôle,
plutôt qu'une promesse d'amélioration immédiate, avec l'idée que la responsabilité directe aligne davantage décisions et priorités locales. Un premier indicateur concerne la sécurité elle-même. Pendant des années, les opérations antiterroristes internationales ont mobilisé des moyens considérables sur plusieurs décennies. Malgré ces engagements prolongés, l'insécurité s'est étendue géographiquement et les groupes armés ont gagné de nouvelles zones d'influence. Après les ruptures, les attaques persistent, mais les autorités sahéliennes insistent sur un point comparatif. La trajectoire ne s'était pas inversée auparavant. L'argument chiffré n'est donc pas celui d'un succès rapide, mais celui d'un coût élevé pour un effet jugé insuffisant au regard des objectifs affichés. Un second indicateur touche à l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays demeure classé parmi les plus pauvres. Ce contraste sert de mesure implicite opposant richesse extraite et pauvreté persistante. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas d'augmenter brutalement les volumes, mais de modifier la répartition de la valeur afin que l'État capte une part plus visible des revenus produits localement. Un troisième indicateur concerne les alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures et la connectivité. Ce basculement ne se mesure pas seulement en montant financier, mais en variété d'options disponibles. Réduire la dépendance à un seul acteur est présenté comme une manière de diminuer le risque politique global. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant-après. Avant, un système stable en apparence, mais jugé inefficace selon ses propres objectifs. Après, un ensemble de choix plus risqués, mais considérés comme cohérents avec une reprise de contrôle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant une logique simple. Accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ces preuves quantitatives restent incomplètes et parfois indirectes. Elles servent moins à démontrer un succès immédiat qu'à structurer un récit de justification. Le message central est clair. La souveraineté n'est pas évaluée uniquement par des résultats instantanés, mais par la capacité à redéfinir les paramètres même de la décision, même lorsque les chiffres à court terme restent sévères. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon cette lecture, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés dans une région marquée par des frontières poreuses et des menaces transnationales persistantes. Le départ des contingents occidentaux créerait un vide opérationnel difficile à combler rapidement, exposant les populations à une insécurité accrue pendant une phase de transition mal maîtrisée. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. Dans cette perspective, la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantirait ni transparence ni développement durable. Elle risquerait surtout de remplacer une dépendance par une autre sans résoudre les déséquilibres structurels de long terme. Ces critiques sont cohérentes et méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, la réponse des dirigeants sahéliens repose sur une contre-lecture structurée. Sur le plan sécuritaire, ils rappellent que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un cadre jugé inefficace selon ses propres promesses. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux, mais qu'ils élargissent le champ des possibles. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central devient la capacité de négociation. Tant que les options étaient limitées, les termes restaient largement imposés. La diversification, même imparfaite, introduit une concurrence entre modèles et redonne un levier politique aux États sahéliens.
Cette réponse n'annule pas les risques soulignés par les critiques. Elle explique cependant pourquoi les autorités préfèrent un risque assumé à une dépendance prolongée. Le cœur du débat ne porte plus sur l'absence de danger, mais sur le choix du type de vulnérabilité accepté. À ce stade du parcours, la lecture de la crise sahélienne se déplace. Jusqu'ici, l'attention s'est concentrée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Pourtant, le cœur du dispositif repose désormais sur une pression plus diffuse, exercée par des leviers économiques, financiers et narratifs. Les avoirs gelés, les restrictions d'accès aux mécanismes financiers internationaux et la remise en cause de la légitimité diplomatique fonctionnent comme une extension silencieuse du champ de confrontation. Cette superposition de contraintes modifie la nature même de la souveraineté revendiquée. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la reconnaissance internationale. Pour Ibrahim Traoré, cette réalité redéfinit l'enjeu central du pari engagé. La bataille se joue autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire. Ce point médian révèle une contrainte structurelle souvent sous-estimée. Les États sahéliens peuvent expulser des forces étrangères, mais ils ne peuvent empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur de leurs frontières. La souveraineté devient alors une capacité à tenir dans le temps sous pression constante. À partir de là, une alternative se dessine clairement. Transformer cette contrainte en moteur de cohésion interne ou voir l'accumulation des coûts éroder progressivement la marge de manœuvre politique. Les effets de cette reconfiguration se manifestent différemment selon les acteurs, révélant la portée réelle des choix engagés. Pour les États sahéliens d'abord, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements doivent financer eux-mêmes une part plus large de la sécurité, absorber les effets des restrictions financières et gérer des relations diplomatiques plus tendues. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, tout en exposant l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux entre sécurité, services publics et stabilité sociale. Pour les entreprises, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, la surveillance accrue de leur artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier accru lié à l'instabilité normative et à la suspension de certains mécanismes internationaux. D'autres y voient une opportunité de renégociation dans un cadre plus lisible où l'État cherche à clarifier sa part et ses priorités. À court terme, l'investissement ralentit, faute de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenariats pourrait toutefois ouvrir de nouveaux circuits économiques, moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. Une fierté liée à l'affirmation politique est perceptible, nourrie par un discours qui valorise l'autonomie et la dignité nationale. Cette dimension symbolique coexiste cependant avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices restent différés alors que les coûts sont immédiats. Cette tension façonne une attente prudente, oscillant entre soutien conditionnel et inquiétude quotidienne. À l'échelle régionale, enfin, les voisins observent avec attention. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient ainsi un point de référence positif ou négatif dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel tient, elle pourrait inspirer des ajustements similaires ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde. Dans ce jeu, à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré incarne une figure de focalisation. Son discours relie les sacrifices actuels à des gains futurs, en insistant sur la nécessité de traverser une phase de pression avant toute stabilisation. Les conséquences ne sont donc ni uniformes ni définitives. Elles dessinent un paysage en transition, où chaque acteur réévalue ses intérêts face à un Sahel qui n'accepte plus d'être un simple espace d'influence.
3 trajectoires principales se dessinent à moyen terme, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture pour évaluer la direction prise. Le premier scénario, dit de stabilisation sous tension, repose sur une continuité contrôlée. Les États du Sahel maintiennent leurs lignes politiques actuelles, renforcent progressivement leur coordination sécuritaire et absorbent, sans les surmonter totalement, les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité minimale des capacités opérationnelles, sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. La souveraineté ne produit pas de dividendes rapides, mais elle évite un retour explicite à l'ordre ancien. Le scénario optimiste suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale gagne en efficacité. Les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes deviennent plus fluides et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, allégeant partiellement la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales améliorent leur efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, la rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance plus pragmatique. Dans ce cas, la souveraineté cesse d'être défensive et devient progressivement fonctionnelle, notamment pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, dont la crédibilité dépend alors de résultats mesurables. Le scénario dégradé met en lumière les fragilités du projet, l'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Les autorités sont alors contraintes de renégocier sous pression ou d'accepter des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. Ces scénarios partagent une incertitude structurante. La décision clé n'est pas de choisir l'issue, mais de gérer la trajectoire. Une recommandation de méthode s'impose, évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais de sa capacité à préserver des options futures sous contraintes durables. Pour le public, cette séquence sahélienne dépasse le cadre d'un débat diplomatique lointain. Elle renvoie à des questions concrètes sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités. Pour les citoyens directement concernés, l'expérience se vit au quotidien à travers une tension persistante entre fierté politique et contraintes matérielles. L'affirmation de souveraineté nourrit un sentiment de dignité retrouvée, mais elle coexiste avec des difficultés tangibles liées à l'inflation, à l'accès restreint au financement et à une insécurité encore présente dans plusieurs zones. Pour les observateurs régionaux, le Sahel devient un laboratoire stratégique, certains y voient une source d'inspiration potentielle, d'autres un contre-exemple à éviter. La trajectoire engagée sert de référence implicite dans les calculs de gouvernements voisins, qui ajustent leur propre marge d'autonomie sans nécessairement reproduire une rupture aussi frontale. Dans ce cadre, des figures comme Ibrahim Traoré concentrent l'attention non pour leur singularité personnelle, mais parce qu'elles incarnent un moment de choix collectif sous pression. Pour les acteurs économiques, enfin l'enjeu est celui de la lisibilité. La transformation des règles du jeu crée une incertitude immédiate, mais elle ouvre aussi la possibilité d'un cadre plus clair à moyen terme si les orientations annoncées se stabilisent. Investir, attendre ou se retirer devient un calcul stratégique directement lié à l'évolution de la trajectoire politique. Ces différents regards convergent vers une même interrogation. Comment distinguer un ajustement temporaire, coûteux, mais nécessaire, d'une dérive durable qui fragiliserait l'ensemble du système? C'est dans cette zone grise, entre patience stratégique et inquiétude légitime, que le public est invité à situer son jugement. À ce stade, la survie politique du projet sahélien dépend moins des déclarations que d'une exécution méthodique. Une feuille de route se dessine autour de plusieurs étapes mesurables, conçues pour transformer une rupture symbolique en trajectoire durable. La première concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de manière coordonnée avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif
n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle, condition préalable à toute autre réforme. La deuxième étape porte sur la maîtrise des ressources. Renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à accroître les recettes internes sans provoquer un effondrement de l'activité. Le calendrier est graduel, stabiliser d'abord les flux existants, ajuster ensuite les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès repose sur un critère simple, une hausse mesurable de la part de valeur captée par l'État. La troisième étape concerne la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Pour Ibrahim Traoré, cette capacité de négociation constitue un levier central. La réussite se mesure ici par la faculté à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens disponibles. Une quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Route réparée, services rétablis, salaires versés servent de preuves tangibles dans une phase où la patience sociale reste limitée. Au fil du récit, un même motif revient avec insistance. La ligne tracée, puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats jusqu'au discours appelant à l'endurance collective. Il ne s'agit pas d'un triomphe annoncé, mais d'une tension prolongée entre espoir et contrainte où chaque décision pèse davantage que les promesses. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment politique où le choix a été fait de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. Les promesses de stabilité d'hier ne se sont pas effondrées brutalement, elles se sont érodées lentement au contact des réalités locales. La rupture actuelle s'inscrit ainsi dans une continuité de désillusion autant que dans une volonté de réécriture. L'émotion ne naît pas d'une victoire, mais de l'effort soutenu pour tenir. Chaque concession est scrutée, chaque succès partiel devient un argument pour continuer. La souveraineté ne se manifeste pas comme un instant décisif, mais comme une épreuve prolongée, faite d'ajustements et de renoncements temporaires. La phrase qui s'impose est simple et lourde de sens. La souveraineté ne se prouve pas au premier choc, mais dans la capacité à rester debout lorsque l'attention se détourne. À ce point du parcours, l'expérience sahélienne n'apparaît plus comme un épisode isolé, mais comme un test plus large de la capacité d'États fragiles à redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui se joue dépasse les frontières de l'Afrique de l'Ouest et interroge des schémas familiers de dépendance, de légitimité et de puissance. La trajectoire incarnée par Ibrahim Traoré oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir d'intentions affichées plutôt que de résultats observables. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher définitivement entre succès ou échec. Il s'agit plutôt d'identifier les indicateurs qui compteront vraiment dans la durée. Sécurité effective, redistribution visible des ressources, capacité à préserver des marges de décision sous pression constante. Ces critères offrent une grille de lecture plus solide que les slogans ou les récits simplificateurs. La suite reste ouverte. Elle dépendra de choix cumulés, souvent discrets, plus que de gestes spectaculaires. Suivre cette trajectoire demande donc attention et distance critique. Quels signaux vous sembleront décisifs pour juger si ce pari mérite d'être poursuivi, ajusté ou corrigé au fil du temps ?